Pourquoi est-ce que l'épidémie d'Ebola inquiète autant? En fait, l'épidémie d'Ebola inquiète autant parce que c'est la première fois déjà depuis l'histoire d'Ebola en fait, qu'on a affaire à une épidémie qui dure aussi longtemps, qui est aussi disséminée, aussi répandue géographiquement et qui fait autant de cas. Et aujourd'hui, on voit l'inquiétude qu'on a par rapport à cette épidémie, c'est qu'on a vraiment du mal à la contrôler et qu'on voit qu'Ebola, quand on arrive à le prendre d'une façon très localisée géographiquement et quand il n'y a pas trop de cas, les moyens de lutte permettent assez efficacement et assez rapidement d'en arriver à bout. Aujourd'hui, on voit toutes les limites des méthodes de lutte qui font qu'on a vraiment toutes les peines du monde aujourd'hui à arrêter cette épidémie. Et ça la rend très inquiétante puisque on voit les conséquences dramatiques qu'elle prend au fil des semaines. Et vous diriez que c'est une épidémie qui aujourd'hui est incontrôlée? Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'elle est incontrôlée dans ce sens où, par exemple, au Libéria, tous les cas, tous les malades d'Ebola ne sont pas pour l'instant aujourd'hui isolés dans des centres de traitement, ils ne sont même pas tous répertoriés, il y a un grand flou et un grand manque dans la prise en charge des malades parce qu'on manque de moyens, on manque de structures de santé, on manque de centres d'isolement, on manque de personnel pour aller sur le terrain. Donc oui, effectivement, tant que tout ça ne sera pas vraiment beaucoup plus pris de façon exhaustive, en fait, on aura beaucoup de mal à endiguer l'épidémie. Et comment ça s'explique qu'il y ait eu jusqu'à présent plutôt des épidémies très ponctuelles et très limitées et que cette fois-ci l'épidémie était aussi massive? Alors en fait, auparavant les épidémies étaient plutôt ponctuelles parce qu'en fait elles survenaient dans des endroits beaucoup plus reculés avec des moyens de communication type route et autres qui étaient beaucoup plus succincts, beaucoup plus limités. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'épidémie de République démocratique du Congo qui vient d'être diagnostiquée justement, c'est dans un village très reculé, les routes en RDC, ça n'existe même plus. Donc c'est clair que cette épidémie, a priori, elle va rester très localisée, parce que les gens ont beaucoup de difficultés à se déplacer. Donc ça permet facilement d'arriver avec une équipe et de tout de suite tout contrôler. Le problème qui s'est posé d'abord en Guinée, puisque c'est là où l'épidémie a fait surface en mars, c'est qu'on avait une épidémie qui est survenue à un endroit très proche de deux frontières, celle avec le Libéria, celle avec le Sierra Leone, dans une zone où il y avait une route avec beaucoup de circulation et des gens qui bougent beaucoup. On a eu rapidement des cas dans la capitale, donc évidemment avec une potentialité de transmission très forte. Et c'est en fait cette localisation urbaine qui a posé un problème au début, qui a mobilisé tous les moyens de lutte, la plupart des moyens de lutte pour la contrôler, et au détriment peut-être des zones forestières, ce qui a fait après qu'on n'a pas complètement contrôlé ce qui se passe en zone forestière, qu'il y a eu beaucoup de déplacements, et que du coup ensuite l'épidémie est repartie et a traversé rapidement les frontières. Si les systèmes de santé étaient plus développés et plus efficaces, on aurait peut-être découvert cette épidémie plus tôt, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas mis 3 mois à la diagnostiquer. Au moment où on l'aurait diagnostiquée, il n'y aurait peut-être pas déjà eu des cas dans les capitales, enfin dans la capitale Conakry. Donc effectivement, les systèmes de santé, pour l'alerte précoce dans un cas d'événement comme ça, c'est crucial. Maintenant, à partir du moment où l'épidémie est lancée, effectivement, les systèmes de santé sont importants pour la contrôler, mais on voit aujourd'hui, de toute façon, dans les pays où l'épidémie survient, finalement, les systèmes de santé ne suffiraient jamais à contrôler ça. On a besoin de faire venir des équipes internationales, de monter des centres particuliers, mobiles, pour intervenir tant sur le diagnostic que sur la prise en charge des malades. Donc effectivement, ça fait partie du problème, mais ce n'est pas le seul. On ne peut pas tout remettre sur la défaillance des systèmes de santé. Et est-ce que l'hypothèse selon laquelle le changement climatique modifierait les migrations des chauves-souris et donc l'expansion du virus Ebola vous semble réaliste? Alors c'est une des hypothèses. Effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le virus Ebola a été initialement découvert en 1976. Ensuite, pendant 18 ans, on n'en entend plus parler. Il n'y a plus d'introduction, en tout cas connue chez l'homme. Donc ça veut dire que s'il y a eu des épidémies, c'était quelques cas sporadiques mais qui n'ont pas été détectés. Donc il n'y a pas eu vraiment une grosse dynamique de transmission de la maladie pendant 18 ans. Et à partir de 1994, d'un coup, on a des épidémies annuelles, des nouvelles espèces virales qui apparaissent, des virus comme par exemple le virus Marburg qui avait été isolé en 1967 qui font leur réapparition aussi. Donc vous voyez, une espèce de grosse dynamique de circulation et d'introduction du virus à l'homme depuis 1994 et depuis ça n'arrête plus. Et on voit, aujourd'hui c'est en Afrique de l'Ouest, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe depuis 20 ans. Effectivement, en Afrique centrale, c'est la circulation du virus chez les grands singes qui était à l'origine de beaucoup d'épidémies. Il y avait une épizootie en fait, qui a ravagé un petit peu les populations de gorilles et de chimpanzés pendant quelques années, qui aussi était à l'origine de la transmission à l'homme dans ces pays, liée à la consommation de viande de singe notamment. Mais il y a une dynamique chez les chauves-souris. On voit par exemple que
la souche qui circule en Guinée, enfin qui a été à l'origine de l'épidémie de Guinée et maintenant de Sierra Leone-Libéria, c'est une souche qui a divergé de celle d'Afrique centrale depuis 10 ans. Ça vient d'être montré par l'étude de Science qui a été publiée la semaine dernière. Voilà, depuis 2004, cette souche a quitté l'Afrique centrale pour aller en Guinée. Donc elle a été transportée sans doute par des chauves-souris. Donc il y a sans doute des événements qui concourent à ça. Est-ce que c'est le facteur climatique? Est-ce que c'est l'activité de l'homme au sein de la forêt? Parce que vous savez que l'homme exploite la forêt en Afrique centrale, donc ils font des percées de plus en plus profondes dans la forêt, ça modifie les habitats des singes, ça doit modifier aussi également les habitudes de vie des chauves-souris. Donc tout ça, tous ces bouleversements, sans doute favorisent des contacts qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et la migration aussi du virus par l'intermédiaire des chauves-souris migratrices. Mais il n'y a que des hypothèses pour l'instant. L'étude de Science de la semaine dernière, donc, qui consiste dans le décryptage du génome du virus Ebola, ce que ça montre principalement, c'est qu'il y a une souche différente qui a émergé. Donc oui, effectivement, le fait que cette souche était un peu divergente, on le savait déjà depuis avril, puisque nous, on avait publié les premières séquences des virus qu'on avait détectés en Guinée, et donc on avait pu montrer que c'était l'espèce Zaïre qui sévissait, mais que cette espèce Zaïre, en fait, avait un petit peu évolué. On suggérait déjà à ce moment-là au moins 10 ans de décalage, enfin d'évolution indépendante des souches d'Afrique centrale. Donc on savait qu'il y avait un petit peu 2% de divergence avec les souches d'Afrique centrale, mais ça reste une espèce Zaïre. Donc si vous voulez, il n'y a pas plus d'évolution finalement chez cette souche-là qu'une autre souche d'Afrique centrale qui serait comparée à une souche d'Afrique centrale qui a émergé 10 ans ou 15 ans avant. C'est juste l'évolution naturelle du virus chez son hôte chauve-souris qui fait qu'à chaque fois que vous avez une introduction à l'homme, c'est jamais le même virus qui est introduit à l'homme. Il y a toujours une dynamique d'évolution dans le réservoir. Quelles sont les conséquences thérapeutiques imaginables de cette étude de Science? Alors elles sont importantes parce que, si vous voulez, l'étude de Science, au-delà d'avoir caractérisé les virus, elle vise à caractériser l'évolution de la souche virale au fur et à mesure de sa circulation chez l'homme. Et ça, c'est important parce qu'on n'a jamais pu le faire auparavant. Tout d'abord parce que les méthodes qui ont été utilisées de séquençage profond sont récentes, donc sur les épidémies précédentes, on n'avait pas forcément ces outils à disposition pour étudier les souches de cette façon-là, mais on aurait pu le faire de façon rétrospective. Mais ce qui a changé sur cette étude, c'est que c'est la première fois que le virus Ebola circule autant chez l'homme, sur la durée, sur le nombre de patients, et que donc c'est la première fois qu'on a une telle possibilité d'étudier l'évolution du virus, puisqu'avant il n'avait pas le temps d'évoluer, les épidémies étaient contrôlées très rapidement, il y avait très peu de cas, très peu de passages interhumains, et donc l'évolution elle était très faible. Là, il y a vraiment une potentialité d'évolution du virus, et c'est là tout l'intérêt de cette étude. Alors pourquoi on étudie l'évolution? Parce que, évidemment, si le virus évolue, il peut devenir invisible aux techniques de diagnostic. Aujourd'hui, on diagnostique le virus en amplifiant son matériel génétique par des techniques de polymérisation en chaîne. Si le virus évolue sur les zones qu'on cible avec le test, on peut ne plus le reconnaître, et donc les techniques qui sont utilisées sur le terrain pourraient ne plus fonctionner. Donc on a besoin de faire de la veille. Par exemple, autre conséquence de la mutation du virus, ce serait que par exemple les traitements très spécifiques tels que le ZIMAP, qui sont des anticorps monoclonaux, si le virus mute et évolue sur la zone ciblée par les anticorps, en l'occurrence la glycoprotéine de surface, eh bien ce traitement peut devenir du jour au lendemain inopérant. Donc c'est très important de suivre l'évolution de ce virus, aussi également pour voir si l'évolution du virus va induire des évolutions dans la mortalité, dans la gravité de la maladie, ou voire dans sa transmission, c'est moins probable, mais vous voyez, c'est important de suivre la dynamique de ces virus, effectivement. Et du côté de ce que sont les nouvelles pistes thérapeutiques de lutte contre Ebola, est-ce que là, il n'y a pas des révolutions qui s'amorcent? Alors, au niveau des nouvelles pistes thérapeutiques, justement, là encore non, puisque finalement le ZIMAP, si vous regardez, c'est la sérothérapie. Donc c'est quelque chose qu'on pratique depuis une dizaine d'années. C'est vraiment la première chose qu'on a su faire pour contrôler les maladies virales. Donc se baser sur l'utilisation d'anticorps pour soigner une maladie, c'est pas du tout nouveau, c'est pas révolutionnaire. Ce qui peut être plus révolutionnaire dans cette approche, c'est vraiment d'avoir mis ensemble des anticorps vraiment de dernière génération avec une affinité très travaillée, et puis aussi le mode de production basé sur les organismes génétiquement modifiés, enfin sur la culture en végétaux génétiquement modifiés. Ça aussi c'est un petit peu nouveau, c'est une façon un petit peu industrielle entre guillemets de produire ces protéines par génie génétique qui est un peu novatrice. Après, c'est pas révolutionnaire sur la façon de traiter la maladie. Ce qui est plus révolutionnaire, c'est que c'est la première fois en 40 ans qu'on arrive à avoir des anticorps qui fonctionnent à peu près avec ce genre d'approche pour Ebola. Jusqu'à présent, c'était plutôt des échecs. Et ça, apparemment, c'est un succès. Ils ont eu des résultats quand même assez impressionnants.
C'est-à-dire qu'ils ont réussi à guérir tous leurs macaques, même une fois qu'ils injectaient leur initial traitement 5 jours après l'infection, donc à un moment où la maladie était déjà bien installée chez les singes. Et puis les autres approches telles que le T705, qui sont des inhibiteurs, des analogues de nucléosides, là aussi c'est pas nouveau, c'est des techniques qu'on utilise pour le VIH, pour la grippe, donc il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste appliquer au virus Ebola des choses qu'on essaye de faire sur d'autres virus aussi. Mais en revanche, ce qui est plus nouveau, c'est de pouvoir appliquer dès un stade expérimental le médicament à des patients. Ça, effectivement, et c'est plutôt nouveau d'avoir le droit d'utiliser des médicaments pas du tout validés dans un contexte épidémique de cet ordre. C'est vraiment quelque chose d'assez inédit et bon, qui pose question un petit peu quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je ne me permettrai pas de commenter ça. Je veux dire, voilà, il y a eu un comité d'éthique qui a débattu, qui a décidé que c'était pertinent de le faire. Moi, je ne suis pas bien placé pour commenter ça. Ce que je peux dire, c'est que la première chose, en tout cas, qu'il faut faire, parce que d'avoir un traitement, même si on trouve un traitement qui fonctionne bien sur le terrain, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on va arrêter l'épidémie. Donc on pourra peut-être diminuer la mortalité grâce à un traitement, mais on n'empêchera pas la transmission interhumaine grâce à ce traitement. Et comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Endiguer l'épidémie? En fait, en augmentant les moyens disponibles sur place en termes de matériel, d'hommes, voilà, pour essayer d'investiguer encore mieux et de contrôler encore mieux, mais c'est vraiment très difficile. Et où en est-on de la recherche sur les vaccins? Alors la recherche sur les vaccins, elle est quand même bien avancée, puisqu'il y a 2 candidats un peu sérieux qui sont présents outre-Atlantique, un en plus qui va passer en phase 1 bientôt. Alors après, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite, c'est-à-dire on sait que ces vaccins fonctionnent très bien chez le primate, qui est un très bon modèle, qui modélise très bien l'infection de l'homme, donc on peut imaginer que si ces vaccins protègent chez le singe, ça va fonctionner chez l'homme. Toute la difficulté maintenant est dans l'usage de ces vaccins, c'est-à-dire que pour l'instant les vecteurs qui sont utilisés pour faire ces vaccins ne sont pas encore validés chez l'homme, donc il faut valider les effets secondaires, il faut valider l'innocuité, et puis derrière il y a tout le problème du financement de tels vaccins, parce que bon, au-delà de l'épidémie actuelle, est-ce qu'après il y aura un vrai effort pour développer un vaccin qui sera vraiment disponible pour tout le monde là-bas, puisque maintenant on a des populations à risque qui vont du Sénégal jusqu'à la Tanzanie, on passe toute la partie tropicale de l'Afrique subsaharienne, donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de monde à vacciner, puisqu'on ne peut pas se permettre de vacciner juste les gens qui sont en Guinée ou en Sierra Leone, il faut vacciner les Nigérians, il faut vacciner les Ivoiriens, si on veut vraiment éliminer, en tout cas tous ceux qui vivent à proximité des forêts. Est-ce qu'on peut craindre que l'épidémie parvienne en Europe ou en France? Alors on peut craindre que l'épidémie vienne en France, non, puisque pour qu'il y ait épidémie, il faudrait qu'il y ait plusieurs cas, une chaîne de transmission en France, ce qui est peu probable, puisque évidemment les systèmes de veille sanitaire qui sont en place ici, les structures de santé et puis l'état de la médecine et des structures de santé en France ferait qu'on arriverait sans doute rapidement à endiguer un début d'épidémie. En revanche, importer un cas des zones d'endémie, ça c'est théoriquement possible, après la probabilité elle est faible, puisqu'il faudrait que la personne soit en période d'incubation quand elle prend l'avion, puisqu'on filtre les gens malades, donc on empêche les gens qui sont malades d'embarquer dans les avions, donc seule une personne en phase d'incubation pourrait embarquer, donc ça fait une fenêtre de temps très courte, hein. L'incubation c'est quelques jours, un maximum 10-12 jours en moyenne. Donc si par malheur quelqu'un développait la maladie en France, on peut espérer qu'il n'y aura pas de transmission secondaire, puisqu'on a un système qui est en place depuis le début de l'épidémie, qui vise à identifier très rapidement, dès la consultation chez le médecin de ville ou à l'hôpital, une personne qui potentiellement aurait des signes évocateurs et des facteurs de risque. Après, il n'y a pas le réservoir en France. De toute façon, le virus ne pourra pas s'installer de façon permanente en France. Est-ce qu'en Afrique, le fait que le virus soit toujours transmissible, y compris après la guérison complète, peut expliquer une partie de l'expansion de l'épidémie, notamment par la voie du sperme? Alors là, est-ce qu'il est transmissible après la guérison complète? On ne le sait pas. On sait qu'une fois que la personne n'est plus malade, qu'elle n'a plus de symptômes, qu'elle n'est plus virémique, elle est très peu contagieuse. C'est-à-dire que le mode de transmission courant du virus par contact avec les fluides biologiques, tels que la sueur, la salive ou le sang et autres, on peut penser que ça n'existe plus. Par contre, il peut y avoir effectivement une transmission potentielle par le sperme, mais là aussi on sait qu'il y a du virus qui persiste dans le sperme pendant des semaines, mais est-ce qu'il est vraiment infectieux? On n'en sait rien. Donc on recommande aux gens qui guérissent de faire attention à ça pendant plusieurs mois, mais on a, je crois, à ce jour un seul cas plus ou moins documenté de transmission par voie sexuelle après guérison, mais c'est pas très clair tout ça. Donc pour l'instant, c'est des hypothèses et on applique plutôt un principe de précaution. Est-ce qu'il y a certaines autres zones d'ombre concernant le virus Ebola aujourd'hui?
Alors, la recherche a quand même bien avancé depuis 1976. En fait, si vous voulez, la difficulté, c'est que premièrement, le virus Ebola se travaille en laboratoire P4, donc depuis jusqu'à il y a peu, il y avait très peu de laboratoires P4 dans le monde. Il y en avait d'abord aux États-Unis et en Russie. Depuis 2000, il y en a en France. Maintenant, il y en a 2 en France. Il y en a beaucoup plus maintenant aux États-Unis. Il y en a une petite dizaine. Il y en a 3 en Allemagne. Mais tout ça, c'est quand même pas beaucoup. Et finalement, ça fait que peu d'équipes peuvent travailler sur ce virus. Ça prend beaucoup plus de temps que travailler dans un labo normal. On met 2 à 3 fois plus de temps pour aboutir au même résultat, vu les contraintes de travail. Et puis Ebola, jusqu'à présent, c'était 1500 morts ou moins de 2000 morts en 40 ans. Donc vous voyez, ce n'était pas un problème de santé publique majeur. Les zones d'ombre qui pourraient persister, c'est surtout en fait sur la pathogénèse du virus, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas vraiment comment le virus tue son hôte. On sait qu'il y a une défaillance multiviscérale, mais on ne peut pas mettre ça sur la défaillance d'un organe ou d'un autre. C'est vraiment un ensemble de choses. Et en même temps, on ne connaît pas non plus réellement pourquoi certaines personnes survivent naturellement, pourquoi d'autres décèdent. On sait, on l'avait montré il y a une vingtaine d'années au Gabon, que les gens qui survivaient avaient une réponse immunitaire très forte et très précoce qui se mettait en place, avec des anticorps qui apparaissaient rapidement, avec une réponse cellulaire qui était en place également rapidement. Maintenant, pourquoi certains patients développaient une bonne réponse immune et pourquoi d'autres patients avaient au contraire une immunosuppression complète et mouraient, la base de ça, on ne la connaît pas encore. Donc ça, c'est vraiment des choses qui restent à découvrir. Et puis après, toute la dynamique de circulation du virus chez les chauves-souris, c'est pas encore assez bien connu. On a montré des traces de présence de virus chez les chauves-souris, mais on ne connaît encore rien de la dynamique du virus chez son réservoir.